L'échiquier international, soyez les bienvenus. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord, avait dit Napoléon de Bonaparte. Mais l'étude de l'histoire est bien plus que ça. Les idéologues occidentaux, les historiens fonctionnalisés, les saltimbanques politisés de plateau, les tenants du colonialisme l'utilisent comme une arme offensive et de domination sur les esprits qu'on viserait à soumettre. La vérité devient un gros mot dans leur bouche. En effet, durant des siècles, on a diffusé au sein des chaires universitaires du Nord un corpus faussé, des connaissances filtrées pour faire adopter une seule perspective, le pouvoir cognitif eurocentriste visant à aliéner celui qu'on vise à dominer, c'est-à-dire le rendre étranger à lui-même, à son patrimoine, à son histoire. Par conséquent, comment défendre ce qu'on ne connaît plus? Le travail de Sape avait fait le plus gros en vue de la docilité. Le remède de ce poison dessillé, eh bien la connaissance et la lecture, ou le retour à soi avec un voyage à travers le patrimoine. Et c'est ce qu'on vous propose ce soir à l'échiquier international. À tout de suite. L'histoire comme un enjeu de domination plus qu'actuel, comme nous le disait France Fanon, qui n'aura cesse de nous prévenir. Eh bien ce soir, on vous propose une séance de désintoxication des versions de l'histoire eurocentriste à travers une longue promenade, un voyage. Accrochez-vous, ça va tanguer, je vous préviens, avec tout d'abord la chercheuse en histoire Samira Bentourki Saïdi. Merci madame d'être avec nous ce soir. Merci à vous pour votre invitation. On a beaucoup de choses à nous dire à travers vos différents ouvrages, vos travaux, vos conférences, on va en parler. Très bien. Et avec nous, vous êtes accompagné, il est aussi chercheur en physique, Sadreddine Guita. Merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir. On va parler d'un projet en fin d'émission, un projet assez particulier où il est question d'histoire et de culture. Tout à fait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je me retourne vers Samira Bentourki, auteur et aussi vous militez au sein d'une ONG pour les droits des peuples à la réappropriation de l'histoire, je crois. Le droit des peuples à avoir une perspective historique qui soit différente de celle des Européens. Nous n'avons pas à adopter de manière béate leur point de vue historique sans remettre en question ce qui nous est servi comme un fast-food, un plat, en fait, un fast-food intellectuel. Tous vos ouvrages s'inscrivent à peu près dans ça, c'est-à-dire la déconstruction de la perspective qui est comptée par d'autres. Et quand on vous lit, madame, on mesure à quel point on a ingurgité ce que vous nommez du poison pour nous aliéner à travers des histoires qui n'étaient pas la nôtre, plus ou moins. Non seulement une perspective en fait historique qui est purement européenne, eurocentriste, qui s'appuie sur l'expansionnisme européen à travers le globe terrestre, qui en même temps qu'il parcourait les mers et les océans, nous effaçait de toute la surface de la Terre. Or, les arabo-musulmans, les noirs africains, étaient les premiers grands navigateurs de l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, le plus vieux squelette à avoir été retrouvé sur le continent américain, à titre d'exemple, était celui d'une adolescente noire africaine aux traits négroïdes, clairement démontrés par la science actuelle. Qui remonte à 13 000 ans. Qui remonte à 13 000 ans, alors qu'on nous fait croire que les Noirs africains, les Afro-Américains, en fait, ont vu leur premier séjour sur le continent américain à partir de la traite des Noirs. Voilà, donc vous l'avez compris, on rentre dans le vif du sujet, dans le dur, cette fameuse civilisation arabo-musulmane. Alors, on nous a enseigné, on nous a appris, on nous a inculqué qu'à travers des documentaires, des enseignements, que cette civilisation arabo-musulmane, à son acmé, était arrivée au plus loin, c'est-à-dire en Espagne. Mais vous révélez que c'était loin d'être le cas puisqu'ils ont poussé leurs navires bien plus loin que l'Europe. En réalité, les Arabes, déjà bien avant l'avènement de l'islam, étaient déjà sur le continent américain. Avec l'avènement de l'islam, ils étaient dès le 1er siècle sur le continent américain et déjà certaines populations étaient en train de se convertir. Donc ce sont des informations, bien entendu, qui dérangent d'un point de vue idéologique,
puisqu'en Espagne catholique, les rois catholiques, avec l'Inquisition, ont fait un massacre dans la population musulmane dans la péninsule ibérique. Ils ont traversé l'océan Atlantique grâce aux données arabo-musulmanes. Donc ceux qu'ils ont essayé d'éliminer de la péninsule ibérique se sont trouvés être sur le continent américain. Donc ils n'allaient pas dévoiler au monde que les musulmans étaient également sur le continent américain, bien au-delà de l'océan des ténèbres. Je ne sais pas si vous avez eu ce livre entre les mains, le livre de Pierre Rossi, La cité d'Isis, qui raconte la véritable histoire des Arabes. On découvre beaucoup de choses, mais vous allez un peu plus loin, puisque vous nous racontez que les Arabes, les navigateurs arabes, ont fondé pas mal de villes qu'on connaît aujourd'hui, Marseille, Monaco, Saint-Tropez. Est-ce qu'il y a des preuves de ça ? Il y a des preuves archéologiques que vous allez retrouver dans un prochain livre qui s'appelle L'Amérique arabe, noire africaine et musulmane avant 1492, une équation mathématique. Donc dans ce livre, je reprends l'histoire maritime, la possibilité ou non pour les arabo-musulmans, pour les arabes déjà avant l'islam et après l'islam, d'avoir techniquement et technologiquement les moyens de traverser les mers et les océans. Donc j'ai repris l'histoire depuis le début. Et à travers cette histoire, le long cheminement des Arabes qu'on dit phéniciens, en réalité il n'existe pas de peuple phénicien, ce sont les Arabes, ce sont les Grecs qui les ont surnommés ainsi. Donc du coup, le néophyte, il perd un peu son latin, parce que les gens ne savent pas que lorsqu'on parle des Phéniciens, en réalité, on parle des Arabes cananéens, des Arabes tout court. Et donc, on nous parle des Phéniciens, ensuite on nous parle des peuples de la mer, ensuite on nous parle des Arabes, les Arabes qui seraient des Cananéens. Donc, alors que c'est un même seul peuple. On parle exactement du même peuple, sauf que les Phéniciens, le terme phénicien a été inventé par les Grecs pour parler des Arabes qui utilisaient une certaine couleur de rouge pourpre pour peindre leur bateau. Donc cette couleur était obtenue à partir du murex. Le meilleur murex était celui qui se trouvait près des côtes du Liban aujourd'hui. Mais ce sont les Arabes cananéens. Et les Arabes étaient en Grèce. Et d'ailleurs, la toponymie de la Grèce prouve qu'il y avait une population arabe. Et même les bateaux dits grecs sont en réalité des bateaux arabes. Voilà, je vous avais promis beaucoup de découvertes ce soir et on n'est pas au bout de notre surprise. Par exemple, le mot Europe, Europa, qui est à l'origine un mot arabe, c'est une princesse arabe, je crois. C'est une princesse arabe, fille du roi Agénor, qui était donc syro-phénicien, donc arabe, et qui a été kidnappée. Et ensuite, le continent européen a eu pour nom celui de cette princesse arabe. Donc, lorsqu'ils disent « nous sommes des Européens », en réalité, ils disent « nous sommes des Arabes » sans le savoir. Vous, le scientifique, vous êtes chercheur en physique, quand vous voyez Samuel Abenturki raconter dans ses livres toutes ces découvertes qu'on ne connaît pas, que le grand public n'a pas moyen de découvrir, comment vous recevez ça, vous, le scientifique ? Chronologiquement, moi, quand j'ai connu Samira, on fait partie d'un cercle d'intellectuels en France, et quand j'ai vu ses premiers travaux et la manière dont elle parle, j'ai compris. Alors, on avait, nous les Algériens, on avait une idée qu'on nous cachait des choses, mais pas à ce point. Samira, en main, elle en parlera tout à l'heure des archives, et nous sommes persuadés, on est un groupe qui travaillons sur un projet dont on parlera tout à l'heure, on est convaincus que l'Occident en tant que tel, que les pays colonisateurs de l'époque, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, à tous les niveaux, nous ont omis, volontairement, nous ont caché notre patrimoine historique. Quand on parle de pirates, par exemple, et Madame Abenturki l'explique très bien dans ses ouvrages, pirate, c'est considéré comme un voyou, un pilleur, et pourtant... Sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Et quand on lit ses livres, ses ouvrages, quand on regarde ses émissions qu'elle fait, eh c'est pas du tout ça. Donc vous avez... elle a eu la chance et la patience, parce qu'elle est passionnée d'histoire,
je ne suis pas du tout historien, moi je suis scientifique, je suis physicien de formation. L'histoire, ce n'était pas trop mon truc, mais on sentait qu'on nous cachait des choses. Nous sommes aliénés d'une certaine manière. Aliénés, c'est-à-dire être étranger à soi. Et on est non seulement aliénés, mais quand on voit les livres d'histoire en Algérie, ce sont des livres d'histoire inspirés de ce que nous a laissé la colonisation, à tous les niveaux. Mais peut-être que même les Européens, Samuel Benturki, sont aussi aliénés parce qu'on revient sur ce mot Europe. Quand aujourd'hui on entend des Français dire nous sommes Européens, sans s'en rendre compte, ils disent finalement nous sommes Arabes, ou en tout cas on a un lien avec la civilisation arabe. Ça va faire plaisir à l'extrême droite de dire ça. Eh bien, écoutez, on va dire que le mimétisme dans l'enseignement de l'histoire a fait que l'insulte au niveau de l'intelligence des peuples a touché aussi bien les peuples dits européens que les peuples dits non européens. C'est-à-dire aussi bien nous, en tant qu'Algériens, ou en tant qu'Africains, en tant qu'Arabes, en tant que musulmans, nous avons été aliénés par cette version de l'histoire. On va prendre l'extrême droite française, puisque vous en parlez. Ils ont pour symbole le lys doré. Le lys doré est en réalité un symbole arabe qui a été introduit en Occident vers les 1250 ou 1270 de l'ère chrétienne par les Français, donc ça a été adopté par la royauté française et par l'Allemagne à l'époque, alors qu'en réalité, ils savaient pertinemment que c'était donc un symbole qui était arabe. Même la couleur bleue, la couleur de la royauté. Oui. Donc l'extrême droite française utilise et brandit un symbole arabe sans le savoir. C'est quand même magnifique. Réaction ? Ben, je pense que le ministre de l'Intérieur française va avoir une crise cardiaque, là. Alors, on nous avait habitués, notre imaginaire à visualiser les peuplades arabes dans les films, les documentaires, voir des peuplades sur des dromadaires, dans des tentes, en train de traverser des dunes. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des peuples qui étaient ancrés dans les déserts arides. Mais vous nous dites qu'il y avait un art de la navigation arabo-musulman qui était arrivé même jusqu'aux confins de l'Australie, aux États-Unis aujourd'hui, mais l'Amérique, ce qu'on appelle le Nouveau Monde, au Guatemala. D'ailleurs, on a découvert beaucoup de vestiges de la présence de navigateurs arabo-musulmans, même de peuplades arabo-musulmanes. Elle ne fait pas que découvrir ces côtes, mais elle se mêle à la population, d'où le livre, et qu'elle réussit à convertir même des nations cherokees, des nations indiennes. Oui. Déjà, alors racontez-nous. Alors, déjà par rapport aux peuplades australiennes, aussi bien qu'américaines, la première chose, c'est qu'on nous a fait croire que les Arabes n'avaient pas le pied marin, que les Noirs africains n'avaient pas le pied marin, et que dès qu'ils savaient simplement barboter au bord de la mer. En réalité, la première caravane maritime a été, on va dire, mise en place par une femme égyptienne, une princesse égyptienne, Hatshepsut. À quel siècle? C'est 1500 à peu près avant l'ère chrétienne. Il y a quelques dizaines d'années, ont été découvertes des pièces de monnaie en Australie avec La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Donc il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son prophète en Australie. Ce qui a fait dire au journal The Guardian, un journal qu'on n'a même plus besoin de présenter, qu'il fallait probablement songer à réécrire l'histoire. À zéro, reprendre tout à zéro. Mais ce qu'il y a de magnifique, c'est que je vous ai raconté par le passé en fait les soucis auxquels j'ai dû faire face lorsque je faisais mes recherches dans le domaine historique, parce que je n'en démordais pas que la version de l'histoire qu'on nous imposait comme étant d'une véracité implacable était totalement fausse. Donc j'ai eu face à moi des gens qui voulaient joncher, on va dire, mon chemin, ma route d'obstacles. Celui qui m'a ouvert grand les portes était un ancien de l'administration américaine, ambassadeur des États-Unis,
porte-parole de la Maison-Blanche auprès des Premières Nations américaines. Conseiller de Nixon. Conseiller donc de Nixon, le conseiller principal aux affaires étrangères de Richard Nixon. Il était ambassadeur sous Reagan. Il a occupé donc des positions extrêmement importantes au sein de l'administration américaine. Et donc lui était le petit-neveu de l'un des derniers imams de la nation Cherokee. Nation Cherokee, dont un livre qui avait été écrit par un commerçant qui avait vécu parmi eux pendant une vingtaine d'années et qui a voulu faire croire que cette nation Cherokee était, monothéiste, certes, on le savait, mais qu'elle était juive, que c'était probablement la 13e tribu d'Israël. En réalité, ce monsieur avait des connaissances en termes religieux qui étaient extrêmement importants et qui ne pouvaient pas être, on va dire, à la portée d'un simple commerçant. Donc on comprend à travers la lecture de son livre qu'il y a une volonté de mettre en place une version et de cacher surtout ce qu'il avait découvert, hein. C'est-à-dire que les Cherokees étaient des musulmans, qu'ils commençaient leur prière par « Ya Allah », donc ça ne pouvait pas lui échapper, d'autant plus qu'à travers son livre, il y a certaines données qui, on va dire, linguistiques qui apparaissent et et on a l'impression, mais quand est-ce qu'il va dire oui, ce sont des musulmans? À aucun moment, il ne parle d'islam. Mais Samira Bentourki, on a envie de vous dire, on a envie de vous rétorquer, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous décrire tout simplement la plus grande entreprise de fake news ou de faussaires de l'histoire. Et qu'en est-il de Christophe Colomb? Alors comment ça se fait que comment on lui approprie la découverte du Nouveau Monde? Il y a bien des archives, il y a bien des historiens, il y a bien des écrivains, des auteurs, des scientifiques qui le disent. Oui, il y a un certain nombre de spécialistes de la biographie de Christophe Colomb qui soulignent le fait que Christophe Colomb a fait en sorte de désinformer le public au sujet même du parcours qu'il a fait depuis Palos de la Frontera, dans le sud de l'Espagne, vers l'Amérique, vers les îles Caraïbes. Il a donc en outre donné certaines informations sur le climat qui ne pouvaient pas être fausses, qui ne pouvaient pas être vraies, parce que ce sont des informations scientifiques et que ce sont des données plutôt scientifiques qui restent les mêmes à travers les siècles, qui n'ont pas bougé. Donc lorsque les scientifiques se sont penchés sur ces travaux, ils ont réalisé qu'il avait menti. Que lorsqu'à tel endroit, il disait par exemple qu'il avait certains courants, que ça allait dans une certaine direction, ils ont répondu que c'était impossible, que les informations qui avaient été données et par lui et qui foisonnaient à travers tout son journal avaient pour objectif de cacher et non pas d'informer. En outre, Christophe Colomb a vécu donc dans le sud de l'Espagne, dans un monastère, le monastère de la Rabida. Dans ce monastère, 150 ans avant lui, il y avait vécu donc un moine franciscain qui avait fait un voyage avec les Arabes du Maghreb en direction des îles Caraïbes. Il a visité 8 îles, je veux dire si je m'en rappelle bien, et à son retour, il a écrit un livre qui s'appelle le livre de la découverte, El libro del descubrimiento, dans lequel il relatait donc son voyage. On a prétendu que c'était totalement faux, que c'était un fake. On a dit exactement la même chose des textes chinois. Or, les textes chinois, par exemple, en 1178 et 1225, donc ils ont donné des informations sur les voyages qui étaient effectués par les Arabes depuis le Maghreb vers un continent qu'ils atteignaient au bout de 100 jours de navigation et qu'ils étaient à bord de très grands navires. Les Européens donc, ont traduit leurs textes. Ensuite, on a prétendu que c'était totalement faux, qu'il ne pouvait pas exister de bateaux qui soient aussi grands, qui allaient donc et qui pouvaient naviguer sur l'océan. Lorsqu'on reprend l'histoire de la navigation, chose que j'ai faite, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de textes anciens qui soulignaient la grandeur des bateaux, et les Chinois d'ailleurs appelaient les bateaux arabes du Maghreb les bateaux mammouths, tant ils étaient grands. J'ai fait des recherches de mon côté et je suis tombée sur des textes français, donc écrits en français, et que j'ai retrouvés également en latin, parce que j'ai fait du latin lorsque j'étais à l'école en France. Et ce sont des textes qui remontent au IXe siècle.
et qui sont encore plus anciens que les textes chinois. Alors on fait un saut dans l'histoire, un saut chronologique. Vous m'avez raconté que vous avez découvert que la marine américaine avec, je crois que c'était Jefferson qui avait pensé la marine américaine pour contrer l'emprise des marins algériens sur la Méditerranée. Le président Jefferson avait vu le danger qu'il y avait à voir les Algériens toujours en direction de la mer et ayant pris donc, ce sont eux qui contrôlaient la mer Méditerranée et une partie de l'Atlantique. Vous dites Donc, plus que ça, vous dites qu'il y a un art de la navigation proprement algérien. Proprement algérien. Donc Jefferson, donc dans Président américain. le président américain, le futur président américain, avait écrit qu'il fallait à tout prix éloigner les Algériens de la mer et faire tourner leur regard en direction de l'agriculture, qu'ils deviennent un peuple agricole et surtout qu'ils ne se dirigent pas et qu'ils ne se dirigent plus vers la mer. Alors quand on voit l'Algérie c'est un peu les États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a les deux versants, il y a les terres et il y a la thalassocratie, c'est-à-dire on peut maîtriser les deux. Comme les États-Unis d'Amérique, qui est une puissance à la fois maritime et une puissance des terres. Vous savez, la puissance maritime américaine n'a vu le jour que pour contrer la puissance maritime algérienne. Uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Vous avez des preuves de ça. Premièrement, j'ai des preuves de cela. Et en outre, je suis partie à Washington, D.C. en 2021. 2021 Oui, c'était en 2021. Et donc, non, pardon, c'était en 2019. Et j'y avais rencontré celui qu'on appelle la mémoire de la US Navy. Et donc, je me suis rendue là-bas afin de retrouver les traités de paix et d'amitié qui avaient été signés entre la jeune nation américaine et l'Algérie. Il y a des documents datés, oui, bien entendu, officiels. Oui, j'ai retrouvé même ces documents auprès des archives nationales américaines qui, au bout de 5 minutes, m'ont donné une carte de chercheur. C'est vous dire que non seulement on est à peu près en ces quelle documents... Là, ces dernières années. Non, c'est-à-dire les documents datés de quelle année? De la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. D'accord. Et donc, lorsque je m'étais rendue au sein de la US Navy, c'était dans le but de visiter leur musée. Je ne savais pas qu'il y avait une bibliothèque. Donc, je me suis rendue vers le musée. Donc, à l'accueil, j'ai demandé où se situait donc, la partie qui était consacrée à l'Algérie. Et là, le monsieur qui était à l'entrée m'a dit... de quoi est-ce que vous parlez? Je lui dis l'Algérie, l'Algerian Regency. Il m'a dit, je ne sais pas. Ah, vous voulez dire les pirates? Je lui ai répondu, parlez pour vous. Parlez pour vous. Parce que vous appelez les nôtres les pirates et vous utilisez un mot arabe qui est Amir al-Bahr, amiral, pour nommer les vôtres. Bien, je ne suis pas d'accord. Ce n'était pas des pirates. Vous le dites, Samira Benturki, puisqu'il y a un art de la navigation maritime algérien avec des figures, les figures Barbaros, Raïs Hamidou, Mourad Raïs, enfin il y en a plein d'autres, il y en a beaucoup. Et il est temps qu'on renoue peut-être à la fois avec ce patrimoine. Et je crois que c'est un projet aussi dont on va parler maintenant avec ce projet du parc maritime, n'est-ce pas, Sadreddine Guita? Oui, tout à fait. Donc, avant de vous répondre, tout ce que vient de dire depuis quelques minutes Madame Benturki le dit depuis un certain nombre d'années. Et vous imaginez bien que si tout ce qu'elle vient de vous dire aujourd'hui à travers votre antenne, s'il y avait un soupçon de non-vérité, vous imaginez tout ce qui aurait pu se passer. Donc ça veut dire que depuis le temps, depuis ses écrits, ses émissions et ce qu'elle vient de dire ce soir, vous verrez, personne ne va la contredire. Donc le travail colossal qu'elle vient de faire en témoigne. Par exemple, ce livre, qui est magnifique, qui est une encyclopédie, quand elle a demandé, quand elle a voulu... L'identité arabo-islamique, je le dis pour les téléspectateurs, l'identité arabo-islamique des peuples et des tribus indiennes d'Amérique. Voilà. Quand elle a voulu travailler sur la cartographie, il n'y avait rien. Et donc, c'est elle qui s'est attelée à travers et en fonction des archives qu'elle a eues. Vous allez voir, toutes ces cartes, c'est Madame Benturki qui les a fait. Donc, je reviens maintenant au projet. Parlez-nous de ce projet. Voilà. Ce projet parc maritime, du parc maritime qu'on voudrait construire,
D'ailleurs, c'est un projet algéro-algérien. Alors où est-ce qu'il va être situé? Alors, nous, on souhaiterait le faire en bordure d'eau, hein, parce que ça va être du style, alors la comparaison n'est pas raison, ce qui se fait au Puy du Fou. Ce qu'a fait De Villiers en Auvergne, c'est-à-dire l'histoire de la France, qui, elle, par contre, a été contredite, décriée, puisque tout ce qu'il raconte n'est pas historique, mais ça a une valeur, je dirais, culturelle. Il y a des scènes de combat, de ce qu'on faisait à l'époque, des figurants, etc. Donc, à l'image de cette manière de fonctionner, c'est ce qu'on voudrait faire ici, c'est-à-dire reprendre l'identité arabo-musulmane sur tout ce qui est maritime. Et comment ça se fait? Est-ce que c'est matérialisable? Est-ce qu'il y a des contacts? Est-ce qu'il y a le chantier pour quand? C'est un projet gigantesque. Alors, le projet, on a un début de projet, mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ce projet, je dirais, ne verra le jour que si le gouvernement algérien, les autorités algériennes et à sa tête le président de la République, M. Tebboune, nous donne son aval. On ne pourra pas faire, c'est un travail gigantesque, et ce qu'on veut, donc il y aura un côté ludique, c'est-à-dire une espèce de parc maritime où les jeunes ou moins jeunes viendront se familiariser avec l'histoire. Donc il y aura de grands bateaux, ils visiteront les bateaux, il y aura des scènes de combat de l'époque. Est-ce que vous avez chiffré le projet? Oui. À peu près? À peu près dans les 300 millions d'euros. D'accord. Voilà. Mais avant de commencer, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir le terrain. C'est-à-dire que, parce que ça va être quelques hectares, et il faudrait que ce terrain ait une partie maritime pour avoir les bateaux, parce qu'on aura des bateaux construits à échelle réelle. Et puis la partie terrestre, parce qu'il y aura, on fera un musée, un vrai musée maritime. Dans cette lancée, ce qu'on voudrait faire, c'est aussi créer un département donc académique où on formera les historiens sur l'histoire. On en reparlera. On arrive à la fin malheureusement de notre rendez-vous. C'était très intéressant. J'étais accompagné ce soir avec Semera Benturki Saidi qui nous a proposé un voyage magnifique. Vous reviendrez pour parler de vos autres découvertes. Je tiens à remercier également Sadreddine Guita de nous avoir également accompagnés. Merci à vous deux. L'échiquier international s'achève. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Bonne fin de soirée.